Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sociologeek dans lequel nous allons parler de Star Wars. Que la force soit avec vous. Alors on ne parlera pas de tout l'univers de Star Wars qui est bien trop large pour être traité en une seule vidéo, et on va au contraire se concentrer sur une période très particulière de cette saga, la guerre des clowns. Non, c'est la guerre des clones. Oui bon peut-être. Nous allons donc nous intéresser à la série Clone Wars, qui si elle ne fait pas partie de la saga originelle, présente néanmoins l'avantage de développer les personnages qui vont nous intéresser aujourd'hui. Entre parenthèses, cette série a notamment l'avantage d'introduire le personnage d'Ahsoka Tano, une jeune Togruta qui deviendra la padawan d'Anakin Skywalker, et qui est rapidement devenue un de mes personnages préférés de la saga. Et oh, pas de ça ici, hein. À travers les clones, la question que nous allons pouvoir nous poser, c'est celle de l'individu. Dans le précédent épisode de Sociologeek, je terminais mon argumentation sur la socialisation comme cela. Nous restons le produit de la société qui nous a créés. Et cela pose alors la question de l'existence, voire de la liberté de l'individu. Si nous ne sommes que le résultat de la société, que reste-t-il de notre individualité ou de notre libre arbitre? Dans Matrix 2, on peut d'ailleurs remarquer que la conversion des individus à un même mode de pensée se fait par la transformation physique de ces individus en l'agent Smith. L'instauration d'une pensée unique se retrouve donc représentée par des clones. A l'inverse, dans Star Wars, le traitement des clones est bien différent puisqu'ils ont chacun une identité propre. On peut même en reconnaître immédiatement certains, comme Rex et Cody, les lieutenants d'Anakin Skywalker et d'Obi-Wan Kenobi. Pourtant, on pourrait s'attendre à ce que des clones qui sont tous issus du même individu aient tous la même personnalité. À cela s'ajoute le fait qu'ils ont tous reçu la même éducation et qu'ils ont été élevés dans un complexe militaire, qui est le lieu par excellence où se définissent des règles strictes et très hiérarchiques de vie sociale. Les questions que nous pourrons nous poser seront donc déjà, qu'est-ce qu'un individu? Quels sont les liens entre l'individu et la société? L'individu est-il soluble dans la société ou bien continue-t-il d'exister avec ou malgré elle? Eh ben c'est parti. Beaucoup de questions ici. Pour être un petit peu précis sur ce dont nous parlons, nous allons commencer par étudier comment nous sont présentés les clones dans Star Wars pour essayer d'en tirer des premières conclusions sur leur état. Fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Ok, allons-y. Dans Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, nous découvrons pour la première fois l'existence des soldats de la République lorsqu'Obi-Wan Kenobi retrouve la planète Kamino après avoir traqué le chasseur de primes responsable de l'attaque contre la sénatrice Amidala. Il se fait donc accueillir par les Caminéens, des maîtres cloneurs particulièrement filiformes qui lui font visiter leurs locaux. Maître Jedi, le Premier ministre attend votre visite, je vous en prie. Suivez-moi. Nous vous attendions, Maître Jedi. Il s'aperçoit alors que les Caminéens fabriquent depuis plusieurs années une armée de clones pour la République commandée par feu Maître Sifo Dyas, duquel on ne sait d'ailleurs pas grand-chose. On apprend donc que les clones sont tous issus du génome du chasseur de primes Jango Fett et qu'ils ont subi des altérations génétiques pour être plus dociles et pour grandir plus rapidement. Nos clones sont dotés d'une pensée créative. Vous constaterez qu'ils sont immensément supérieurs aux droïdes. Vous parliez de croissance accélérée. Oui, c'est essentiel. Sans cela, il faudrait toute une vie pour amener un clone à maturité. Maintenant, il nous faut 2 fois moins de temps. Je vois. Ils sont totalement soumis. Ils obéissent à n'importe quel ordre sans poser de questions. Nous avons modifié leur structure génétique pour les rendre moins indépendants que le sujet d'origine. Bon, dans les films, c'est vrai que les clones sont surtout des soldats qui font masse dans le fond, on ne prend pas vraiment le temps de les traiter comme des personnages à part entière, mais dans la série Clone Wars, en revanche, ces personnages sont fortement développés et on apprend beaucoup plus sur leur identité. Tout d'abord, on remarque que l'affirmation de l'identité se fait par les personnages eux-mêmes. Ils adoptent des coiffures, des longueurs de barbe ou des couleurs de cheveux différentes, de façon à bien se démarquer de leurs homologues. On voit à travers l'appropriation d'une apparence commune, une première forme de l'affirmation d'une identité. À travers la série, un autre élément constitutif de l'identité d'un clone, ça va être le fait de choisir son nom, alors qu'ils sont originellement affublés d'un numéro de série. Et l'importance de cet acte taxinomique n'est jamais aussi bien montrée qu'à travers un dialogue entre un clone et un droïde. Salut. Alors? La condition de CT-5385 semble se détériorer. Tup. Il s'appelle Tup. Top. C'est quoi, Top? Tup, c'est mon ami. C'est pas un numéro. Si, c'en est un. On a tous des numéros. Mon numéro est ASI 34521189646498721347. Son numéro est CT-5385. Non, il a un nom. Aucun clone n'utilise de numéro. C'est fini, ça. Et vous, vous êtes un numéro? CT-5555. Non,
Je suis 5. Appelez-moi 5. Mais 5 est un numéro. Je ne suis pas un numéro. J'ai un nom. Oh. La différence est minime. Pas pour moi. Ni pour aucun clone. Il serait d'ailleurs intéressant de questionner la notion d'individu chez les droïdes, qui est également loin d'être facile à trancher dans Star Wars, mais on va éviter de trop s'éparpiller pour le moment. Ah, vous n'êtes qu'un droïde. Vous ne savez pas ce qu'est la responsabilité. Vous ne savez pas ce que c'est qu'avoir un frère. Je suis désolé. J'ai toujours voulu avoir des sentiments humains. Mais je n'en ai pas. Au revoir. En fait, il semble bien que les clones sont des individus à part entière, avec des noms, des comportements et des attitudes variables d'un individu à l'autre. Loin de n'être qu'une reproduction à l'identique, la série nous présente des lieux de socialisation comme des tavernes réservées aux clones, qui nous amènent plutôt à les considérer comme une communauté, c'est-à-dire un ensemble d'individus qui partagent de nombreux points communs, mais qui n'en restent pas moins distincts. Cependant, il y a fort à parier que ces différences ne sont pas innées. S'ils ont des comportements différents, c'est sans doute qu'ils ont eu des expériences de vie différentes. Une fois leur formation finie, lorsqu'ils partent de Kamino, leur expérience réelle de la guerre les amène à se socialiser de façon différente et donc à se différencier. 212e! Allez, qui c'est, les gars? Cette tension est particulièrement visible dans un épisode où le commandant Rex et son équipe sont sauvés par une famille, dont le père se retrouve être un ancien soldat clone ayant perdu toute son unité, ayant préféré déserter que de reprendre part à l'absurdité de la guerre, pour laquelle il avait pourtant été programmé depuis son plus jeune âge. Yes, well, you and I may be clones, but we're still individuals. You have a name rather than a number, Captain. Why is that? Perhaps our leaders feel it's a more efficient way of distinguishing us. More efficient than a number? I doubt the Kaminoans think that way. Still, the name has to make you feel unique. Especially in an army where everyone looks like you and talks like you. Actually, I've never really thought about it. Yes, you have. Well, how would you know? Because I am as close to you as any life form can be. I've seen how you look at my family, our home. Come on, Rex, admit it. You've thought about what your life could look like if you would also leave the army, choose the life you want. What if I am choosing the life I want? What if I'm staying in the army because it's meaningful to me? And how is it meaningful? Because I'm part of the most pivotal moment in the history of the Republic. If we fail, then our children and their children could be forced to live under an evil I can't well imagine. If you were to have children, of course, but that would be against the rules, wouldn't it? Isn't that what somebody programmed you to believe, Captain? No, Cut. It's simply what I believe. Déjà, je vais vous expliquer pourquoi l'exemple des clones est intéressant à étudier sociologiquement parlant. Ce que nous permettent de faire les clones, c'est intéressant ici parce que c'est un raisonnement sociologique qu'on ne peut d'habitude jamais faire à l'échelle d'un individu. C'est ce qu'on appelle le raisonnement toute chose égale par ailleurs, ou ceteris paribus pour les plus cuistres d'entre vous. Le raisonnement toute chose égale par ailleurs, c'est un raisonnement que l'on utilise quand on veut mesurer l'effet spécifique qu'a un point très particulier du monde social. Pour ce faire, on étudie les effets de la variation de cet élément en maintenant constantes toutes les autres variables du monde social. Bon, il est évident que ce raisonnement est en fait assez fallacieux, puisqu'il est impossible de trouver deux individus qui seraient égaux en tout sauf en un élément. C'est pour ça qu'on ne peut utiliser ce raisonnement qu'en statistique, où le fait qu'il y ait de très nombreuses observations permet de neutraliser cet effet, et donc d'étudier les choses toutes choses égales par ailleurs. Mais avec les clones, on peut réellement faire à petite échelle un raisonnement toutes choses égales par ailleurs, puisqu'ils ont la même identité génétique et qu'ils ont reçu la même éducation dans un complexe militaire. Ce n'est que la socialisation après être sortis de Kamino qui va les construire comme individus. Donc nous pouvons étudier la variation de l'expérience de guerre chez chacun des clones. Bon, ok. Mais cette variation, qu'en est-il? Malgré leurs années de service auprès des différents Jedi, les clones ont tout de même exécuté l'ordre 66, faisant de nous tous des lavettes pleurnichardes et gémissantes devant la mort de nos Jedi préférés. Oh non, pas Yala Sekura. Bon, c'est vrai qu'on pourrait être amené à penser que les clones ne seraient en fait que des machines programmées pour se réveiller un jour et exécuter les ordres du futur empereur. Cependant, il faut bien se replacer dans le contexte. Les clones sont aux ordres de la République et non pas des Jedi. À ce moment de l'histoire, les Jedi ont été déclarés ennemis de la République, et de nombreuses personnes croient les paroles de Palpatine quand il prend le pouvoir. Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements.
Par la suite, de nombreux clones vont regretter leurs gestes, et certains se rallieront même aux rebelles, comme c'est le cas de notre commandant Rex, que l'on retrouve dans la série Star Wars Rebels. Avec un petit coup de vieux quand même, hein. Bon. De cette façon, on voit bien en quoi l'expérience de guerre participe au façonnement de ces individus. Le parallèle peut d'ailleurs être fait avec le nouveau Star Wars, qui décide, pour la première fois, de faire d'un Stormtrooper un personnage principal. Il ne s'agit bien sûr plus d'un clone, même si la question est abordée dans le film. Au contraire, on apprend ici que les soldats sont recrutés dès leur plus jeune âge et conditionnés pour devenir de parfaits soldats. Vos hommes sont-ils à la hauteur, général? Je ne vous permets pas de critiquer mes méthodes. Ils semblent plus doués pour la trahison. Le grand Snoke devrait peut-être avoir recours à une armée de clones. Mes hommes sont des machines de guerre, programmées depuis le berceau. Alors ils devraient pouvoir retrouver le droïde intact. Finn va donc devoir s'extraire de cette socialisation très violente pour se trouver une identité. Et de la même façon que pour les clones, on retrouve l'importance de se trouver un nom pour affirmer son individualité. Comment tu t'appelles? FN2187. F... Quoi? C'est le seul nom que j'ai jamais eu. On va t'en trouver un autre. FN, c'est ça? Finn, je t'appellerai Finn, ça te va? Finn? Ah ouais? Finn, je suis d'accord, j'aime bien ça. Eh, encore heureux qu'ils aient pas décidé de l'appeler FN, hein. Vous imaginez, Marine chez les Jawa? Ceci est une blague qui insulte toute la communauté des fans de Star Wars. Ceci est une insulte à toute la communauté des fans de Star Wars. Et qu'est-ce qu'il fait? Enchaîner, tu dois. Enchaîner, Bon, du coup, on en revient à nos questions. A-t-on vraiment une individualité propre ou la société est-elle toute puissante dans le façonnement des individus? Pour ça, nous allons étudier deux écoles de pensée assez classiques et qui permettent chacune à leur façon d'éclairer un peu mieux ce qu'est un individu au milieu de la société. Alors, premièrement, nous allons étudier la tradition holiste qui s'incarne en France dans la personnalité d'Émile Durkheim, dont on avait déjà un petit peu parlé dans la première vidéo. Le holisme, c'est le fait de regarder la société comme un ensemble, comme un tout cohérent. Et le principe du holisme, c'est de dire qu'on peut connaître un individu en connaissant le système duquel il n'est qu'une partie. On suppose que la société exerce une contrainte sur l'individu, qui doit intérioriser et respecter les règles principales. Chez Durkheim, cette notion de contrainte, elle est vraiment très importante. C'est vraiment la société qui impose à l'individu des règles qui lui sont extérieures. Dans les règles de la méthode, il écrit « Les faits sociaux consistent en des manières d'agir, de penser et de sentir extérieures à l'individu et qui sont doués d'un pouvoir de coercition en vertu duquel il s'impose à lui. Un fait social se reconnaît au pouvoir de coercition externe qu'il exerce ou est susceptible d'exercer sur les individus. Pour Durkheim, un individu peut donc se comprendre en étudiant les structures sociales qui ont fait naître cet individu. Et ceux qui dévient du comportement attendu de ces institutions peuvent donc être qualifiés de délinquants ou de déviants. Ainsi, le soldat clone qui a quitté l'armée pour fonder une famille, ou Finn qui quitte le Premier Ordre pour rejoindre la rébellion, peuvent être considérés comme des déviants. Et il est d'ailleurs notable que c'est exactement comme ça qu'ils sont traités par les autres acteurs de ces institutions, comme des traîtres. Traître! Mais je sais ce que vous allez me dire. En fait, rien du tout, parce que c'est une vidéo. Du coup, dans cet exemple, toutes les personnes qui suivent à la lettre les socialisations des institutions, qui ne sont ni des traîtres ni des déviants, ont-ils une individualité? Faut-il nécessairement être déviant pour faire preuve de libre arbitre? Un individu qui se croirait libre et unique ne ferait-il que reproduire ce que le social lui propose? C'est ce qu'on pourrait penser si on n'allait pas faire un tour du côté des individualistes, cette deuxième école de pensée qui sera incarnée en Europe à travers la figure de Max Weber. Tellement de choses à dire sur Max Weber que je pense qu'on fera un épisode exprès pour ça, mais plus tard. A l'inverse de Durkheim, Weber voit l'homme comme un être actif. C'est lui qui façonne la société et non pas le contraire. C'est ce qu'on appelle une vision atomistique. Chaque individu est un atome social et il agit en fonction de motifs, d'intérêts ou d'émotions qui lui sont propres. En fait, la vision de Weber, ce serait presque de dire que la société, quand on la comprend comme un tout cohérent, coercitif sur l'individu, ça existe tout simplement pas. L'individu est sans cesse soumis à plusieurs sphères de prise de décision qui ont chacune leur importance dans son individualité. Les différents domaines d'action que sont l'économie, la politique, l'art ou encore la sexualité s'autonomisent chacun à leur façon et proposent alors à l'individu des systèmes de valeurs antagonistes les uns aux autres. L'individu se retrouve alors partie prenante de situations qui font appel à des systèmes de valeurs qui sont contradictoires les uns avec les autres. Il ne peut donc pas exister sans tension interne et sans refoulement d'une partie de son identité. Le fait que ces systèmes soient contradictoires force l'individu à être actif et à ne pas faire que recevoir les valeurs que le social lui inculque. De cette façon, par la combination et par la mise en corrélation des systèmes de valeurs, l'individu est bien un acteur du monde social. Avec cette vision, on comprend mieux où peut se situer l'autonomie ou la liberté des clones.
Lorsqu'ils sont encore en formation sur Kamino, ils se confrontent à un monde très institutionnalisé et donc très cohérent entre eux. Il n'y a aucune dissonance entre les différentes règles qu'on va leur enseigner. C'est par la suite, quand ils vont se confronter au terrain et à la réalité de la guerre, qu'il va se produire ce qu'on appelle en sociologie des dissonances cognitives. Ces dissonances interviennent quand il y a une absence de corrélation entre le système de valeurs qu'on leur a inculqué et ce qu'ils sont amenés à faire au jour le jour sur le terrain. On remarque par exemple que c'est lors de sa première mission que Finn se retrouve confronté à l'horrible réalité de la guerre et que le système de valeurs qu'il avait jusque-là intériorisé commence à se fissurer devant la violente réalité d'un massacre en règle d'une population civile. L'individu n'est donc pas dépendant des structures sociales puisque c'est lui qui activement crée sa façon d'exister dans le monde social. Mais... Ces deux visions de l'individu peuvent sembler à première vue irréconciliables, mais on ne peut en rester à une opposition binaire parce que la sociologie, comme la force, prend de multiples formes. S'il est classique d'opposer Durkheim et Weber quand on commence la sociologie, leurs théories sont loin d'être aussi tranchées, et l'opposition entre les deux est en fait moins factuelle que purement didactique. Dactique! Putain, il y en a qui n'ont pas d'humour, hein. Il faut quand même voir que cette opposition de pensée entre une vision partant de la structure et une vision partant de l'individu a été assez constitutive de la façon de penser la sociologie par la suite. En France par exemple, cette opposition s'est par la suite incarnée dans l'opposition très forte qu'il y a eu entre le sociologue Pierre Bourdieu et le sociologue Raymond Boudon. Bourdieu se faisant le continuateur des thèses d'une société structurante qui détermine en profondeur l'individu, et Boudon qui a inventé le concept d'individualisme méthodologique et qui cherche à comprendre les raisons personnelles qui poussent les individus à faire certains choix. Bourdieu versus Boudon, le clash du siècle. Ok, j'enchaîne. Comme je l'ai déjà souligné, j'ai ici simplifié au maximum les théories de Durkheim et de Weber. Évidemment, Durkheim avait lui aussi une pensée de l'individu, et Weber avait lui aussi une pensée des structures sociales. On ne peut pas les opposer comme ça, comme je l'ai fait. De la même façon pour Bourdieu et pour Boudon, ils étaient d'accord sur de nombreux points, même s'il y avait quand même des désaccords irréductibles entre leurs deux façons de penser. Et de fait, dans notre quête de compréhension de l'individu, il y a fort à parier que son aboutissement se trouve quelque part entre ces deux extrêmes, puisque nous sommes finalement le résultat d'une pluralité d'expériences et de socialisation. La colère est un sentiment humain. Je suis Jedi. Voilà, donc on finit sur des notions qui sont peut-être un petit peu complexes. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que je vais pas assez loin ou que j'explique pas assez longtemps certains éléments. Après, je précise que c'est très difficile d'apporter une conclusion ou une réponse définitive à ce genre de questions puisque c'est des questions qui restent toujours ouvertes et qui sont toujours d'actualité. À ce propos, c'est un thème qui se rapproche pas mal d'une question qui avait été posée au bac de philo l'année dernière, en 2015. L'intitulé c'était « La conscience de l'individu n'est-elle que le reflet de la société à laquelle il appartient ?» Ça rejoint en partie certaines questions qu'on a pu aborder, et le fait que la question se pose encore montre bien que le sujet n'est pas clos. En attendant, je vous remercie de nous avoir accompagnés dans ce voyage sociologique, et je vous dis... attendez, une petite seconde, je suis à vous... Mon apprenti... Oui, maître. Il est temps d'exécuter l'ordre 42. Bien, maître. Abonnez-vous à la chaîne sociologique. Seigneur Tout-Puissant, Dieu me débranche. Des machines qui créent des machines.